Un homme nous dit l'origine de notre espèce vient d'un choc climatique violent. Le climat nous a toujours modelés et on a toujours fini par s'adapter. Cet homme, c'est Yves Coppens. Bonjour. Bonjour. Alors vous, l'enfant de Bretagne, fasciné par les fossiles, vous êtes devenu un paléontologue mondialement connu pour votre découverte de Lucie, professeur honoraire du Collège de France, père de la Charte de l'environnement, inscrite depuis 12 ans maintenant dans la Constitution française. Elle a vraiment changé les choses, cette charte? Elle a changé, elle a fait la base après des histoires de Grenelle, comme vous savez. Et en ce sens, on l'oublie un petit peu, mais comme c'est une loi constitutionnelle, elle est quand même là, très, très solide et très stable. Son principe de précaution a été très discuté, à juste raison, parce qu'il a été probablement mal encadré ou mal compris. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments de base qui demeurent et qui sont utilisés aujourd'hui et utilisés de manière courante dans la justice. Elle énonce notamment le principe de pollueur-payeur. Alors vous publiez aujourd'hui chez Odile Jacob un ensemble de chroniques, des pastilles de préhistoire, le présent du passé 4. Revoyons d'abord nos fondamentaux. L'homme est né en Afrique il y a entre 2,8 et 3 milliards d'années. Oui, c'est-à-dire que cette affaire-là, bien sûr, est tout à fait juste, c'est-à-dire que l'homme est précédé par des préhumains, et les préhumains sont en Afrique depuis 10 millions d'années. Donc, quand on regarde partout ailleurs dans le monde, on commence à trouver des humains autour de 2,5 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc, 2,5 millions, 3 millions d'années. On a 500 000 années la science est froide, de marge. Donc elle fait avec les chiffres qu'elle a. Et jusqu'ici, on parlait, enfin moi je parlais, d'hommes de 3 millions d'années. Pourquoi 3 millions d'années? Parce que c'était rond, et puis parce que le changement climatique, dont vous parliez à juste raison, par exemple, dans les sondages de l'océan Atlantique, il démarre autour de 3,3 millions, quelque chose de ce genre. Et jusqu'ici, de manière un peu sacro-sainte, un peu à l'américaine, les Américains sont au ras des pâquerettes, au ras de l'os. Et ils disaient, eux, 2,6 millions, 2,6 millions, 2,6 millions. Moi, il y a longtemps, je disais 3 millions. Ouais. Maintenant, on est à 3,3 millions. Donc, vous voyez que ça progresse, oui. À la une du Monde, on peut lire « Les plus vieux outils de l'humanité ». La découverte au Kenya de pierres taillées il y a 3,3 millions d'années révolutionne l'archéologie. Qui a été alors les premiers tailleurs de pierre? Qu'est-ce que ça change, ça? Dites-nous, expliquez-nous en quelques mots. C'est une très belle découverte, parce que 3 millions d'années, ça ne m'aurait pas surpris. 3,3 millions, ça commence à dépasser un peu mes anticipations. Et en effet, ça pose le problème de l'artisan de ces outils. Parce que comme on ne trouve jamais le bonhomme avec les outils dans la main, il faut faire des rapports entre les outils et les hommes. Ceci étant dit, les hominidés sont plus nombreux que les gens ne s'imaginent. Et depuis 40 ans au moins, dans le site de Lucie, on a dit qu'il y avait 2 hominidés, dont un était plus moderne que l'autre. Donc ça sera à éclaircir un jour. Mais fabriquer des outils de qualité, et qui apparemment ne sont pas les premiers d'après les techniques utilisées, dès 3 300 000 ans, c'est une très belle découverte de Sonia Armand. Dans votre chronique « Les climats et des hommes », dans le livre, vous écrivez « Les bêtes et les hommes ont suivi l'évolution des climats et en ont tiré le meilleur usage ». Alors le climat a modelé Lucie, par exemple, cet australopithèque vieux de 3,2 millions d'années, plus vieille hominidée connue à l'époque, quand avec Donald Johnson et Maurice Tayeb, vous l'avez découverte dans l'est de l'Éthiopie. C'était en novembre 1974, il y a plus de 40 ans maintenant. Oui. Mais ce qui était... Moi, je suis ravi. J'aime beaucoup Lucie, on est très copains, on se téléphone souvent. Ceci étant dit, on oublie les hominidés d'avant, on oublie les hominidés d'après. Et quand même, on dirait que je n'ai fait que ça dans ma vie. On va parler du reste. Alors, j'en ai trouvé beaucoup d'autres. Elle va devenir en tout cas le symbole des origines africaines de l'humanité. Et c'est un changement climatique brutal qui avait modelé Lucie. Oui, c'est-à-dire que les changements climatiques, ça fait la sélection naturelle que le vieux collègue Darwin avait annoncé depuis un certain temps. Et cette sélection naturelle, elle continue à agir.
Et en l'occurrence, comme il y a eu ce changement, il a fallu que les bêtes s'adaptent. Oui. Certaines n'ont pas réussi, hein. Il y a eu des morts. Par exemple, le mastodonte s'est éteint, et puis d'autres bêtes aussi. Et d'autres ont changé comme elles ont pu. À ce moment-là, c'est chacun se débrouille. C'est ça. Le cheval a changé sa patte, l'éléphant a changé sa dent, et le bonhomme, il a changé à la fois ses dents et sa tête. Et c'est cette petite tête, la nôtre, elle a été faite simplement pour penser à des stratégies pour éviter la dent du carnivore, c'est tout. Et puis tout d'un coup, comme on avait atteint un degré de réflexion meilleur, on a pensé à l'autre, on a pensé à la mort, on a pensé à l'univers, on a pensé à LCI. Par exemple. Et alors avant cela, il y a une dizaine de millions d'années, nos lointains ancêtres, donc des préhumains, hein, ont dû s'adapter pour faire face déjà à un changement radical de climat. Alors ils ont dû se redresser, c'est ça, hein, c'est à ce moment-là. Oui. Et puis ensuite, ils ont dû renoncer à grimper aux arbres qui disparaissaient et donc à leur alimentation végétarienne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'années, il y a eu ce changement climatique. Ce changement climatique a, curieusement, a fabriqué les pré-chimpanzés, les chimpanzés qui se sont encore mieux adaptés à la forêt dense et qui continuent. Ils se sont adaptés, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ils ont adapté beaucoup. Et de l'autre côté, curieusement, les préhumains se sont adaptés en se mettant debout. Et se mettre debout, c'est un changement complet. C'est un changement dans l'équilibre, c'est un changement dans la longueur des pattes postérieures, le raccourci des pattes antérieures, c'est les courbures de la colonne vertébrale, la forme du bassin, la position du crâne, le déverrouillage du cou, du cerveau et de certaines dents. C'est une révolution staturale et certainement cérébrale. Et ça, c'est la grande révolution qui a fait l'homme. On en débat encore, mais la bipédie permanente, accompagnée à ce moment-là d'arboricolisme, comme vous le disiez, a démarré à ce moment-là. Dans votre chronique Le soleil dans la peau, vous évoquez l'évolution en fonction de l'environnement, de la couleur de notre peau, la fameuse mélanine, la coloration de notre peau. Oui, ben c'est banal, hein. C'est-à-dire qu'il y a un gradient de couleur à l'origine. Après, il y a eu des mouvements de population, mais il y a un gradient de couleur entre les zones à très fort ensoleillement et qui nécessitent de la mélanine pour faire filtre à certains rayonnements solaires, et puis nos régions qui n'ont pas besoin de ça parce qu'on n'a pas l'ensoleillement adéquat. Mais où on a une peau plus claire. Oui, c'est ça, bien sûr. Et la vôtre est superbe. C'est pour ça que c'est toujours amusant de traduire ça de la manière suivante en disant que l'origine de l'homme était colorée et que nous sommes des décolorés et c'est pas nous qui sommes de peau blanche et puis les autres qui sont colorés. C'est un peu dans l'inverse des choses que s'est passée l'histoire. Et dans une autre chronique, vous développez l'idée d'une seule espèce humaine. Oui, alors ça c'est autre chose. C'est dû d'une seule espèce humaine à l'origine. C'est-à-dire que les gens se sont rencontrés, se sont croisés. Quand des animaux se croisent, ils s'en fichent. Ils se regardent pas, ils s'évitent. Quand les hommes se croisent, ils se battent. Ou bien ils bavardent. Et s'ils bavardent, ils échangent des idées et ils échangent des filles. Enfin, ça fait des hybrides. Et puis, au départ, il y a eu sans doute une espèce qui a été un petit peu diversifiée et puis finalement réunie. Mais après, les humains ont été suffisamment séparés les uns des autres pour devenir des espèces, de vraies espèces différentes. Mais peut-être pas justement de vraies espèces. Parce que la culture a toujours rétroagi. Sur la nature. C'est ça, sur la nature et sur l'espèce, si bien qu'il y a eu des hybridations probablement tout au long de l'histoire de l'humanité. Et toujours, le climat a été un principal moteur d'évolution. Oui, et il continue. Ouais. Vous voyez qu'il agite même la COP 21. Voilà, la préoccupation actuelle autour du climat, hein, les rapports du GIEC alarmants, qui sont plus ou moins d'ailleurs suivis d'effets politiques. Est-ce que vous diriez que tout ça n'est qu'une des péripéties que l'humanité a connues depuis des millions et des millions d'années, ou est-ce au contraire que ce qu'on vit aujourd'hui est très préoccupant ? Je dirais les deux. La première, c'est que nous sommes toujours dans l'Holocène et nous sommes toujours dans un interglaciaire,
c'est-à-dire que le climat s'échauffe, que ça change latitudinalement, c'est normal. Ceci étant dit, comme depuis le 19e siècle, il y a vraiment une explosion démographique et puis une explosion du coup scientifique et technologique, il est maintenant tout à fait certain que l'homme a une influence sur ce changement climatique. Donc c'est à la fois normal et inquiétant, non pas pour la planète. Quand on dit il faut sauver la planète, c'est ridicule. La planète s'en fiche, elle a connu bien d'autres choses. Mais en ce qui concerne l'humanité, non pas dans sa survie, mais dans le maintien des populations au bord de la mer. La mer monte. Oui. La mer monte. Le Groenland fond Et les réfugiés climatiques, c'est pas dans le futur, hein, c'est déjà le cas au Bangladesh notamment. Absolument. Et l'inertie de la Terre est telle que même si toutes ces réunions ont une certaine efficacité, ce que je crois, il faudra compter aussi avec l'inertie de la Terre et ça va continuer à fondre un certain temps avant qu'il y ait de véritables effets. Et est-ce que l'homme, une fois encore, va pouvoir s'adapter? Ah oui. Que tous les hommes vont pouvoir s'adapter? Oui, oui, bien sûr. Oui, ils vont pouvoir s'adapter, ne serait-ce qu'en se couvrant quand il fait froid ou en se découvrant quand il fait chaud. Mais l'adaptation, notre évolution continue, elle continue doucement, elle continue insidieusement, mais l'adaptation de l'homme ne pose pas de problème. Tout à l'heure, vous évoquiez les changements de pattes chez le cheval, changement de dents chez l'éléphant et le changement de tête chez nous. À quoi va ressembler l'homme de demain? Ah, ça c'est une grande question. Je n'en sais pas plus que vous à cet égard, hein. Alors on raconte des choses, bien sûr. Par exemple, les jeunes gens, moi j'ai un fils de 20 ans, manipulent les écrans de façon extraordinaire par rapport à ma génération, mais il y a au moins, j'ai fait cet enfant tard, donc il y a bien 2 générations entre nous. Et cette histoire-là transforme, non pas change le cerveau, non pas l'augmente, mais change la répartition des zones du cerveau. Par exemple, la partie frontale de ces jeunes gens s'éclaire beaucoup plus quand ils patouillent leurs écrans. Ça, c'est quand on passe des IRM qu'on le voit, c'est ça? Mien. Oui, c'est ça. Vous êtes, donc le front de votre fils intérieurement s'éclaire quand il est face à des écrans, et le vôtre non, c'est ça? Ah, ne soyez pas jeune. C'est ce que vous venez de dire. Oui, moins. Moins, pardon. Voilà, Il s'éclaire moins. Oui, c'est ça, oui. Il y a un petit peu de lumière quand même. Mais est-ce que l'homme de demain va... Alors, on ne le sait pas encore, c'est ça que vous me dites, hein, va se transformer, va changer d'apparence Vous savez, les gens qui s'en préoccupent sont surtout les gens qui en font commerce, ça va de soi. Et ces gens-là disent, ce qui moi m'amuse et m'inquiète en même temps, c'est que non seulement le toucher augmente, ça va de soi, avec les écrans, ça va de soi, hein, mais en plus la voix diminue. En ce sens que moi j'appelle mon fils en vocal, il me répond pas, je l'appelle en SMS, il me répond tout de suite. Donc la voix, en effet, prend moins d'importance, c'est terrible pour les radios, prend moins d'importance que à la fois le toucher, on l'a dit, et puis le tactile, enfin c'est la même chose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'homme est vraiment en capacité de détruire sa propre planète? Depuis un certain temps déjà, oui, de détruire sa propre planète, peut-être pas, mais en tout cas de l'abîmer, c'est certain. Mais comme on est en train de conquérir doucement l'espace, on va avoir des possibilités d'installer des colonies ailleurs. Donc au lieu de détruire notre Terre qu'on aime bien, même si elle se transforme, hein, c'est évident. Moi, je trouve que ce serait bien de la conserver, donc d'aller plutôt s'installer sur d'autres planètes comme Mars. Les voyages sont déjà prévus, d'ailleurs. Avant de quitter notre planète, parce qu'effectivement, nos lointains ancêtres ont eu la possibilité, face aux violents changements climatiques dont vous parliez, de quitter l'Afrique tropicale pour émigrer vers des contrées moins hostiles, plus clémentes. Aujourd'hui, quelles sont nos solutions de repli sur la Terre, hein, j'entends. C'est-à-dire que le climat s'échauffe, encore une fois, de manière latitudinale, c'est-à-dire que la chaleur
monte un petit peu plus haut qu'elle ne montait. Et on va changer simplement la plantation de pommiers en plantation d'oliviers, quoi, c'est tout. Et ça sera ça l'adaptation, mais ça a l'air de faire des drames. Il faut simplement, c'est vrai, il faut simplement s'adapter au lieu de penser à revenir en arrière, surtout pas revenir en arrière. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. La nostalgie n'a pas de sens et ce retour en arrière n'est pas possible. Ça a toujours changé, donc ça changera encore. Et il vaut mieux anticiper et regarder l'avenir avec un grand sourire et un grand bonheur en trouvant l'anthropisation de la Terre somptueuse autant que l'a été la biologisation avant elle l'océanisation et avant elle la minéralisation. Parce que aujourd'hui on aime beaucoup le verre, mais le verre il n'a que 500 millions d'années. Sur 4 milliards 600 millions d'années, c'est pas grand-chose. Et l'anthropisation, elle n'a que 3 millions d'années. Donc sur 14 milliards d'années de l'histoire de l'univers, c'est pas grand-chose non plus. Et vous êtes convaincu qu'il faudra quitter la Terre, vous l'évoquiez, pour survivre? Non, mais je suis convaincu qu'il y aura de petites colonies qui iront s'installer ailleurs. Il restera des humains probablement sur la Terre dans la mesure où elle est vivable, parce qu'il y a eu des moments où elle a été au Miocène, où elle était extrêmement chaude. Il y a eu des moments où elle a été extrêmement froide. C'était comme une boule de neige. Donc, il n'y a pas de raison que les conditions cosmiques nous fassent des fleurs. Des fleurs, c'est ça, des fleurs. Des fleurs. Lesquelles fleurs, d'ailleurs, ne sont pas anciennes. Les premières fleurs, c'est autour de 100 millions d'années seulement. Ouais. Donc, avant, il n'y avait pas de fleurs du tout. Ça, c'est autre chose. Quelques terriens qui restent terriens et des terriens qui partent vivre sur d'autres planètes. Oui, je pense, oui. Et à ce moment-là, ce sera intéressant parce qu'on sera suffisamment séparés pour que génétiquement, il y ait des dérives génétiques et que de nouvelles espèces humaines apparaissent, cette fois, par séparation géographique et pour cause. Vous dites l'humanité se prépare à un avenir plus extravagant que n'a été son passé. C'est quoi cet avenir extravagant? Écoutez, quand on étudie l'histoire de l'univers, comme je me répète depuis 14 milliards d'années, l'histoire de la Terre depuis 4 milliards 600 millions d'années, on voit bien que tout a changé tout le temps et à chaque fois ça a été des surprises, parce que l'évolution choisit en fonction de ses fantaisies, de ses caprices, de ses possibilités, de sa marge de manœuvre. Et à chaque fois, c'est un étonnement par son choix. Regardez ce redressement du corps, c'est quand même étonnant. Au lieu de rester à quatre pattes et de grimper tranquillement dans les arbres, on se met debout. Quelle idée de se mettre debout. Ça crée à la fois des avantages et des inconvénients quand même. Donc l'avenir est sûrement rempli de choses nouvelles et étonnantes. Quand je dis extravagantes, c'est parce qu'on ne les envisage pas, on ne les prévoit pas, et que jamais notre imagination sera aussi... Enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais en science, mais que notre imagination aujourd'hui en tout cas, n'est pas suffisamment puissante pour penser à ce que sera l'homme de demain. Mais vous verrez, il sera étonnant, oui. Merci infiniment, Yves Coppens. Je rappelle le titre de votre livre, Des pastilles de préhistoire, le présent du passé 4, et c'est chez Odile Jacob. Merci à vous, très bonne journée à vous. Merci. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.